Le Club DV et Speed Action vous présentent le Studio DV. Chers amis, bonjour, bienvenue au Studio DV, Speed Action. Bienvenue surtout à Bruxelles. Ça me fait un grand plaisir d'être venu dans ma capitale. Vincent? C'est un peu comme si on était en pèlerinage en fait. C'est une fois par mois, ça fait du bien. Ça fait du bien, surtout que ce garçon nous reçoit très très bien. Je vais vous dire, parce qu'on se vous voit, ça me fait encore plus de bien, comme on dit à Bruxelles, de venir chez vous que quand vous venez à Bruxelles, je pense. Bon, alors, on vous attend bientôt. Voilà. Aujourd'hui, on reçoit Esteban Muth, grand espoir, jeune espoir du sport automobile belge, qui a une filière un peu différente de nos autres espoirs. On va en parler. Et le non moins célèbre Marc Duet, ami de la famille du sport automobile. Allons-y. Bien sûr. Effectivement. Marc, on est ravi d'accueillir bien évidemment au bout de cette tellement grande carrière sportive qui n'est pas terminée forcément, et on parlera avec lui tout à l'heure de la transition. Quand on est pilote, on sait qu'on ne sera pas pilote jusqu'à 150 ans, Marc. Il faut penser à la suite bien évidemment, et votre suite, elle a un immense avantage, c'est qu'elle est extrêmement variée et multiple. On en parlera. Et puis parmi les éléments de votre suite, il y a le fait que vous chapeautez ce jeune garçon, Esteban Muth, qui est à nos côtés. Et ça nous fait très très plaisir parce qu'Esteban, je le considère comme un véritable phénomène du sport automobile belge. Je pense qu'au cours des dernières années, rarement on a vu un pilote exploser en une seule petite saison. Alors Esteban, avant le DTM, puisque c'est le DTM qui va nous occuper, résume-nous ton début de carrière en fait. C'est passé par quoi? D'abord, tu as présenté ta saison Formule 3 ici. Formule Renault. Il y a 2019 ou 2018, j'arrive plus à savoir. Pas, enfin, c'est très récent. C'est très récent, mais déjà loin quand même. C'était comment alors? Donc j'ai commencé en kart, bien évidemment, comme beaucoup de personnes maintenant. Puis je suis passé en Formule 4 France, où j'ai fait une saison complète. Puis de là, j'ai été en Nouvelle-Zélande faire un championnat de Formule 3, là-bas en Nouvelle-Zélande, pendant l'hiver. Dans un team belge, oui, M2 compétition. Ce qui s'est bien passé là-bas en Nouvelle-Zélande. Puis la saison d'après, j'ai commencé en Formule Renault. J'ai malheureusement pas su finir tout le championnat, ce qui a fait que j'étais un peu sur les bords pendant cette saison où j'ai fait juste un peu de GT4, mais c'est tout. Et puis juste après ça, j'étais en DTM. Donc, alors forcément, il y a un trou dans la story. Un peu de GT4 et c'est tout. Et puis on apparaît en DTM. Qu'est-ce qui fait que Esteban Muth se retrouve au volant d'une Lamborghini Gallardo GT3. On est à un tournant dans l'histoire du DTM. On délaisse cette catégorie qui était une catégorie un peu unique pour le DTM avec des voitures très performantes. On en arrive au GT3. C'est un pari. Comment est-ce qu'on peut se retrouver dans cette équipe T3 Motorsport? En fait, on a eu contact avec Gerhard Berger lui-même, qui nous a donné des contacts vers Muke Motorsport, qui eux sont avec la Mercedes. Où on a eu les discussions qui se sont tournées vers T3 Motorsport, et c'est là que tout s'est passé comme il fallait et on a commencé la saison avec T3. Et une saison commencée de manière incroyable, puisqu'après 2 ou 3 meetings seulement, non seulement Esteban Muth se fait remarquer par des résultats, mais il reçoit également un surnom, et un surnom ô combien flatteur, on l'appelle The Overtaker, donc celui qui dépasse. Il y avait un secret, Esteban, c'était quoi le secret pour dépasser finalement au DTM, puisque les autres ne semblent pas avoir tout compris? Franchement, je ne sais pas vraiment. Je me sentais vraiment à l'aise dans les courses, donc je pouvais vraiment aller pour des dépassements plutôt osés, juste parce que je me sentais vraiment à l'aise dans la voiture et tout. Donc non, c'était à l'instinct. La Lambo, ce n'est pas une voiture facile à piloter par rapport aux autres voitures, par rapport justement à la Mercedes dont tu parlais. Donc tu étais à l'aise et elle te convenait bien? Oui, de base, j'aime beaucoup une voiture qui bouge bien de l'arrière. Donc la Lambo est exactement ça. Donc ça m'avait bien convenu pour commencer. Donc ouais, la Lambo était pas mal pour moi. D'accord. Très rapidement, Marc, on comprend que dans l'ombre d'Esteban Muth, lorsqu'il met le casque, il est en piste, il y a Marc Duet dans le fond du stand. Alors la relation, bien sûr, il y a le papa d'Esteban, John Muth, qu'on connaît tous depuis de longues années maintenant. On surtout va pas dire Marc. Surtout Marc, effectivement. Comment est-ce qu'on en vient à faire un lien avec Esteban, et il se passe quoi exactement? Il se passe que le garçon a un potentiel. Il faut aider les jeunes. On n'a plus besoin de s'aider soi-même. On devient trop vieux. On est hors du coup au niveau du ruban gris. Donc il faut s'occuper des jeunes. Et Esteban mérite vraiment qu'on s'en occupe parce qu'il a un talent. Et je ne suis pas là pour lui expliquer comment il va conduire. Il a le mode d'emploi.
Donc il faut le protéger à l'extérieur de sa voiture et il faut l'aider à progresser dans différents domaines par rapport aux relations publiques, par rapport à ses contacts. Il faut le présenter à gauche, à droite parce qu'Esteban doit d'abord prouver quelque chose maintenant, il est en passe de le faire, mais après il doit durer. Ça doit être un pilote qui doit être professionnel pendant des années. Et le DTM lui convient vraiment bien parce que c'est une formule pilote unique. Donc on est focalisé sur le pilote et pas sur l'équipage. Et là, il est seul responsable de sa performance. Et je n'ai pas besoin de douter de sa performance. C'est ce qui me rassure et c'est ce qui facilite, si vous voulez, les contacts avec les différents acteurs du DTM et en dehors du DTM aussi. Je posais la même question aux deux, finalement. Esteban, est-ce que vos premiers résultats spectaculaires, les premières fois où on pointe dans le top 10, on en était là, début de saison dernière, top 10, top 5, on se rapprochait, etc. Est-ce que ça vous étonne, vous? Et puis je poserai la même question à Marc juste après. Première course, j'ai été étonné de la qualification, qu'on était directement si proche de où je voulais être. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a mis bien mentalement. Après ça, que ça m'étonne, pas vraiment. J'ai toujours su que je pouvais rouler devant, c'est juste que j'ai jamais eu vraiment des bonnes opportunités pour le montrer. Donc non, étonné, je n'étais pas. Je sais qu'il faut rester travailler, bien sûr. C'est difficile, il y a beaucoup de niveaux, donc une petite erreur fait que tu passes de héros à 0. Donc non, étonné, non, mais bien surpris. Marc? Moi j'ai dit étonnant de le voir d'où j'étais et me rassurer dans le fait de savoir que c'est un garçon qui mérite qu'on lui donne un coup de main parce qu'il est talentueux. Et tout ce qu'il a fait, le dit overtaker comme on le surnomme dans le milieu maintenant, il l'a fait dans les règles. Il n'a pas fait d'une manière agressive. Il n'a aucun ennemi dans le paddock, malgré les passes d'armes qu'il a eues avec différents concurrents, avec des noms. Il peut dire bonjour à tout le monde et tout le monde lui dit bonjour. Donc ça, c'est très important. Donc il a une réputation de pilote très sportif, mais d'un rude concurrent. Donc un dur à cuire et ça, c'est l'idéal parce qu'il est déjà respecté alors qu'il est à l'entame de sa deuxième saison. Alors, deuxième saison, tu troques ta Lambo contre une BMW. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. C'est un très bon choix, certainement. Dis-nous un peu. Et qu'est-ce que tu espères? Tu as déjà roulé avec l'auto, tu as fait des essais. Quel est ton équipier? Enfin, parle-nous un peu de cette saison-là qui va démarrer bientôt. Donc, après la dernière saison, j'étais très bien en contact avec Marco Wittmann. Et puis, on a eu les contacts avec l'équipe et tout ça. Tout s'est passé doucement, mais tout s'est fait comme on le voulait. Donc, la saison a commencé maintenant avec BM, la nouvelle M4. C'est ça qui est vraiment bien pour moi. C'est cette nouvelle voiture qui a beaucoup de potentiel. Oui, dans le temps aussi. Exactement. C'est une nouvelle voiture. Mon coéquipier est très fort, donc je vais pouvoir encore apprendre beaucoup de choses. Mais comme j'ai toujours dit, j'ai une année pour apprendre et une année pour faire ce qu'il faut. Donc je ne veux pas trop apprendre cette année et plutôt être devant. Donc, il est vite, hein? Marco est vite, l'équipe est vraiment forte. Donc, tu es sur un plan d'égalité? Tu as ce sentiment? Bien sûr. Oui. Non, l'équipe est vraiment Ils sont pros. égaux. C'est très professionnel. C'est génial pour moi. Déjà, les premiers tests qu'on a fait, pour répondre à la question, oui, j'ai déjà roulé. Les premiers tests à Hockenheim la semaine passée, tout s'est bien passé. J'ai fait 195 tours, je pense, oui, donc le plus. Sainte fatigue. Donc j'étais vraiment content d'avoir fait tout le run plan que je voulais. Donc tout ce qu'il fallait. Après les premières places d'honneur, après les bonnes performances en qualification, après tous ces dépassements, signé Esteban Muth, alors c'est quoi les objectifs pour cette année? C'est quoi le step supplémentaire? C'est quoi? C'est des podiums? C'est une éventuelle première victoire dans un championnat qui, on va en parler après, est juste une explosion au niveau des pilotes, sans surprise de la part du DTM? Tu attends quoi? C'est vraiment difficile à dire maintenant, dans cette période de l'année, mais j'espère vraiment faire un podium déjà, j'en ai pas encore, et pourquoi pas une victoire, bien sûr. On a un peu l'impression, Marc, que Esteban Muth est l'archétype du jeune pilote dont Gerhard Berger avait besoin pour cette transition entre la catégorie qui était celle du DTM depuis des années, des bolides hyper performants, des protos déguisés en voitures de tourisme, et cette catégorie GT3 qu'on connaît dans d'autres championnats, on pense à SRO et les autres. C'est ça qui a attiré l'attention de Gerhard Berger?
C'est une des raisons, effectivement. Il a besoin d'un renouveau au niveau de son cheptel. Donc les vieilles personnes s'en vont doucement et les petits jeunes arrivent. Et les petits jeunes sont superbes à regarder en dehors de leur voiture. Ils sont tous ensemble, comme dans une cour de récréation. Ils sont rassurants, ils sont amusants comme tout. Ils donnent un sang nouveau, un sang neuf au DTM. Et c'est une des forces de Berger qui a réussi à convaincre les constructeurs de s'atteler à la tâche pour trouver des jeunes pilotes qui pourraient faire le job. Et Esteban en est un des plus en vue. Et donc, ils doivent quand même battre les anciens avant de prendre le pouvoir. Alors, BM arrive en hypercar bientôt. J'imagine que si tu passes chez BM, c'est pas uniquement pour le plaisir de rouler sous les couleurs de l'hélice, c'est parce que tu te dis pourquoi pas l'hypercar, le LMDH, ça te titille, c'est trop tôt, tu vois quoi? Franchement, pour moi, c'est un peu trop tôt. Je pense au futur, je pense que BM, c'est vraiment le meilleur step pour mon futur. Mais maintenant, j'ai vraiment mon objectif, ce qui est cette année, de bien faire cette année. Et on verra de là, je pense. Oui, bien sûr, avec de bonnes performances, on l'espère en tout cas. Ce passage, Marc, on peut en parler, hein, ce changement de réglementation du DTM, c'est loin d'être gagné. On l'a dit, le GT3, on connaît ça ailleurs, principalement dans des courses endurance, mais pas nécessairement. Cero a un championnat sprint avec le GT World Challenge également. On s'aperçoit en une saison que rappliquent énormément pilotes d'usine, forcément, les usines finissent par investir dedans. Qu'est-ce qui fait le succès du DTM à la sauce GT3 ? D'abord, je ne pense même pas que Berger il pensait peut-être réussir un bon coup, mais de là à avoir un succès immédiat, je pense qu'il en a été étonné lui-même. Ceci dit, il gère bien le problème et les constructeurs sont vraiment présents, on les voit. Le DTM, avec le GT3, a impliqué tous les constructeurs qui sont présents dans les différentes marques comme Mercedes, BM. Il y a 29 voitures et ce sont toutes des voitures d'usine avec un pilote d'usine. Ils ont une BOP bien à eux. Donc c'est un championnat qui amènera des performances peut-être un peu meilleures que les GT3 classiques parce que du fait qu'ils ont un manufacturier pneumatique très, très performant, du fait qu'ils ont une BOP assez un peu plus libre qu'en GT3 normal. Mais industriellement, derrière? Industriellement, ils ont les constructeurs qui sont là en premier. Donc, ils ne font pas des voitures au compromis pour une épreuve de plus de 2 heures ou 3 heures. C'est une voiture qui est prête pour 25 minutes à 100%, avec un pilote capable de l'exploiter à 100% aussi. Donc c'est pour ça que la performance est très plaisante pour le public aussi. Il y a une belle BOP, il y a des vainqueurs différents à chaque course. Il y a de la bagarre partout, devant, derrière, au milieu. Et je pense que c'est ce qui plaît au public. C'est une réussite temporaire parce que pourra-t-on vivre en DTM avec le GT3 pendant 10 ans? Personne ne peut le dire. Donc j'imagine qu'au niveau du DTM, ils sont en train de penser à l'avenir, pas à moyen terme, mais à long terme en tout cas. L'avantage du GT3, par contre, c'est que les voitures existent. Et elles sont nombreuses. Les voitures existent et elles font rêver. Ce sont le DTM, c'est Deutsche Tourenwagenmeisterschaft. Alors ce ne sont plus des tourismes, ce sont des grands tourismes. C'est clair. Et il faut savoir qu'un grand tourisme fait rêver le fan qui est dans la tribune, et c'est lui qui compte. Donc ce sont des voitures qui sont très attrayantes au niveau spectaculaire, au niveau look, et elles font rêver monsieur, madame et le petit. Donc pour l'instant, ça marche. Alors là, on parle d'Esteban, mais il y a cette longue amitié avec John Papamut. D'où vient cette amitié, Marc? Parce que moi, je vous ai toujours vus ensemble, en rallye, à l'arbre qui tue, à l'arbre qui tue pas, je vous ai toujours vus. Vous êtes... C'est des amitiés qui ont le droit d'exister et ça fait un moment qu'on se connaît, on a roulé ensemble, comme tu dis, en rallye, on a fait des saisons complètes, on a appris à se connaître, on a eu des bons moments, on a travaillé ensemble pour trouver des sponsors,
On connaît la course et lui aussi. Donc, et il a tout fait pour ses deux fils, pour O'Neill et pour Esteban. Donc il est motivé à fond pour ses enfants, donc il est appliqué. Ceci dit, ce n'est pas un père néfaste pour la carrière de ses fils, parce qu'il n'apparaît pas, il n'intervient pas en course, et il est à sa place. Mais il aide beaucoup, beaucoup. Et sans l'aide de John, je pense qu'Esteban aurait beaucoup de difficultés de se retrouver où il est maintenant. Esteban, on sait, et on l'a dit, en une année, le DTM a tout gagné avec le passage en GT3. Il y avait beaucoup de sceptiques au moment où Gerhard Berger décide d'emmener le DTM dans cette catégorie. Un an après, les sceptiques, on ne les entend plus, ils sont rentrés, ils se sont cachés quelque part. Le plateau explose. Le dernier arrivé pour 2 premières courses et peut-être d'autres durant la saison, c'est un certain Sébastien Loeb. Alors, on se sent comment avant d'attaquer cette saison qui débute tardivement, traditionnellement en DTM? On se sent comment? Je ne sais plus attendre. Comme tu dis, c'est tardif et c'est très tardif pour moi aussi. J'espère vraiment bien faire, comme je l'ai déjà dit. Ça va être compliqué. 29 voitures, 29 bons pilotes. Ça va castagner, on peut s'y attendre puisqu'il n'y a que des bons au volant. Ouais, ça va être compliqué les premiers tours dans la course, ça va toujours être quelque chose. Mais franchement, ça va être vraiment top. Et ouais, Sébastien Loeb qui rentre dans le championnat, je pense que c'est bien pour le championnat, pour tout le monde, c'est quelque chose de bien. Donc, génial. La position par rapport à BMW Motorsport, Marc, on sait on est dans le Customer Racing bien évidemment, donc BMW Motorsport met des pilotes à disposition d'équipes comme Valkenhorst Motorsport. Il y a toute une série de pilotes qui sont pilotes d'usine cette année, ce n'est pas encore le cas, vous l'avez dit, il est stagiaire chez BMW Motorsport. C'est quoi? C'est une ligne de conduite, c'est un objectif en soi, ça veut dire tout simplement devenir pilote professionnel à partir du moment où on signe ce genre de contrat? Absolument, c'est le but du jeu, c'est qu'il soit un pilote officiel BMW Motorsport. Pour l'instant, il est bien aidé par BMW au niveau des contacts, au niveau de l'encadrement, au niveau du simulateur. Il est impliqué au niveau de l'entraînement physique, Formula Médecine, où il a montré de belles performances par rapport à la concurrence. Mais il faut savoir que Esteban ne fait pas partie de la filière BMW Motorsport, et il y avait un pilote qui était pressenti pour monter en DTM, et Esteban lui a pris sa place, sans être pilote BMW Motorsport, sans faire partie de la filière. Donc ici, BMW a pris ses responsabilités, mais il est toujours en observation, et je pense que s'il fait le job, on oubliera tout de suite son jeune âge. La façon dont il est arrivé. Il n'est pas arrivé à cause de l'argent ou grâce à l'argent, puisqu'il n'en a pas. Donc il est arrivé par son talent et en quelques courses. Et ça veut dire que ça existe encore, il faut y croire. Il faut y croire pour tous les jeunes qui ont son âge ou qui sont plus jeunes que lui. Il faut y croire, il faut s'entourer constamment, il faut profiter des opportunités et il faut être prêt pour être le meilleur un jour. Bien sûr. Et puis, dernière chose, Jean-Paul, ça va vous parler. Ceci, c'est la voiture que pilotait Esteban à Zolder, précisément l'année dernière, avec cette livrée très particulière. Expliquez-nous, Jean-Paul. Très belle décoration de ce qui est aujourd'hui une princesse et qui ne l'était pas à l'époque, mais qui est une artiste exceptionnelle, qui a accepté, je pense, grâce au talent de négociateur de John, de décorer cette voiture, de faire une Arcar. Je ne sais pas si la BM aura les couleurs du team ou si elle sera Arcar, mais voilà. Il y a un projet, Esteban, qui existe pour rééditer l'expérience, parce que le DTM vient quand même à Francorchamps, début septembre. Donc voilà. Exactement. On travaille sur quelque chose. C'est un peu tôt pour le dire, Bien sûr. pour dire ce que c'est, mais on travaille sur quelque chose de très chouette. Avec la même artiste? Je ne peux pas encore le dire. On va essayer. On fait le job finalement. Oui. C'est un métier. Merci. Tout à fait. Voilà, messieurs. Merci bien. Merci Esteban. Regardez Marc pour la suite de l'émission. Merci on vous souhaite que le meilleur. Et si ça explose dans la même proportion en 2022 que ça en a fait en 2021, bien, je pense que vous serez mondialement connu à la fin de l'année. Que du bon. Magnifique. Merci bien. Et on se retrouve avec notre invité suivant. Notre invité suivant, qui n'est d'ailleurs pas du tout un invité, mais un ami, mais un de nos chroniqueurs, Martin Businaro, avec sa célèbre vision des choses, cette fraîcheur. Martin, on est dans la continuité. Tu vas nous parler du DTM, je pense. Comme vous en avez parlé il y a quelques minutes, le DTM est passé à l'assaut GT3 il y a maintenant 1 an de cela.
Et je vais être franc avec vous, mon cœur saigne parce que pour moi, le DTM, ce sont des voitures de tourisme survitaminées. Et pour moi, depuis 1 an et demi, je trouve que le DTM a perdu son âme et c'est devenu un championnat de GT3 comme un autre au final. Il n'y a rien qui le diffère du GT World Challenge ou de la DAC GT par exemple. N'étranglez pas, mon cher Martin. On va demander à Marc Il ce était qu'il en très pense. posé, hein, cela Ouais. dit. Parce que vous avez vécu ça de l'intérieur, cette fameuse transition. Vous avez des rapports privilégiés, Marc, avec Gerhard Berger, on l'a dit. Alors, ce passage et le fait qu'on a laissé tomber cette super réglementation. La super réglementation a fait les beaux jours de certains constructeurs allemands et italiens comme Alfa Romeo à l'époque. Mais il n'y avait plus assez de constructeurs. Et Berger, en tant que promoteur du championnat, se devait de trouver un renouveau. Et il l'a retrouvé dans le chef d'un règlement GT3. Et effectivement, ça n'a plus rien à voir. C'est pas moins glamour, ça va, vous allez voir, c'est quand même pas mal foutu, c'est quand même bien exploité. Mais ce ne sont plus les voitures survitaminées avec beaucoup d'appui, avec des looks de voitures hyper modernes. Effectivement, mais je pense qu'on est dans une période de transition. Peut-être qu'on va retrouver ce genre de véhicule à l'avenir. Bien sûr, mais en attendant, il y a un autre championnat qui s'appelle le Super GT au Japon et qui a la même réglementation technique que l'ancien DTM à peu de choses près. Et là, ça continue. Il y a encore une quinzaine de voitures au départ avec 3 constructeurs On avait parlé d'un rapprochement impliqués. d'ailleurs entre les deux compétitions. Oui. Pourquoi n'a-t-il pas eu lieu, Marc, ce rapprochement? Qu'est-ce qui a foiré? Mais je pense que les Allemands n'ont pas été au Japon par crainte d'une concurrence un peu trop professionnelle, les constructeurs vraiment impliqués. Je pense qu'il y avait, malgré le fait qu'il y avait un étalonnage des performances et des homologations, je pense quand même que les voitures japonaises étaient un peu plus performantes. Ça a fait peur à l'industrie. Je ne sais pas, il y avait une équivalence de performance qui n'était pas idéale pour les Allemands, je pense. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les budgets qui ont principalement tué le DTM, l'escalade des budgets, parce que c'était devenu des voitures incroyables? Peut-être, mais je pense aussi que c'est la conjoncture actuelle où certaines politiques de groupe font que la compétition automobile, par exemple le DTM, ne fasse plus partie des priorités par rapport à d'autres évolutions de société où on favorise plutôt l'éco ou bien les nouvelles technologies. Oui, et puis il n'y a pas de nouvelle marque en perspective qui décidait de s'appliquer en misant sur le GT3. On règle le problème parce que là, on en a une ribambelle, bien évidemment, qui sont d'ores et déjà concernés. Voilà, Martin, je propose une chose. On attend encore une saison 2, puis on fait le point par rapport à tout cela. Alors, nouvel invité dans ce studio DV by Speed Action, un homme de l'ombre mais qui rayonne. C'est notre ami Pierre Van Gien. Alors, Pierre, bonjour. Salut Jean-Paul. Comment vas-tu? Bien, 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 bien. On se connaît depuis très très longtemps. Ah oui, ça fait... Tu peux dire avec beaucoup de modestie que tu as travaillé avec Ayrton Senna, que tu as un tout petit peu travaillé avec Prost, moins. Non, pas vraiment. Oui, ouais. Un peu moins, mais quand même, oui, tout à fait. Ouais. Que tu as travaillé avec Michael Schumacher que là maintenant tu retravailles avec Lewis Hamilton. J'ai fait le casque oui, j'ai fait Lewis Hamilton, mais maintenant je fais Carlos Sainz en 2022. Donc voilà. Ça c'est nouveau. Donc explique un peu, parce qu'on va dire mais il fait quoi ce monsieur? Ce monsieur il fait les peintures de casque et il a fait à une époque aussi le service course sur les Grands Prix. Ce que moi j'appelais le service après-vente que Stéphane Cohen et toi vous avez inventé, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de service après-vente. Stéphane a inventé ce service, c'est-à-dire que j'étais le premier technicien qui allait à tous les Grands Prix m'occuper des casques des pilotes, c'est-à-dire que le pilote n'avait plus rien à faire sur son casque. Ce qui était très nouveau. Ce qui était nouveau à l'époque. En moto, il y avait déjà ce service qui existait. Ah, c'est arrivé avant en moto, ça existait déjà. Et en Formule 1, jusque-là, on envoyait des visières aux pilotes, on leur donnait des kits de vis et ils se débrouillaient un peu tout seuls. Ils avaient 2 casques à l'époque par an. Et ils avaient entre 2 et 3 casques par an, effectivement. Aujourd'hui, un pilote de F1, un Lewis par exemple, il a... Un Lewis, il doit avoir 25 casques par an à peu près. D'accord. À peu près. Alors, question qu'on peut se poser, Pierre, et que vont certainement se poser nos téléspectateurs internautes. Comment
on finit par peindre le casque d'Ayrton Senna, d'Alain Prost, de Michael Schumacher, de Lewis Hamilton. C'est quoi le parcours avant d'arriver à cela? Écoute, c'est un parcours un peu chanceux parce que à la base, j'étais dans une bande de copains où il y avait Didier de Radiguez, Thierry Tassin, entre autres Michel Siméon, Bernard, comment il s'appelle, De Groof de la banque, là, j'ai oublié son prénom. Enfin, peu importe. On était une bande de copains qui roulaient en moto à Nivelles et j'étais celui qui peignait les casques parce que j'étais le plus doué de ceux-là pour faire les peintures. Et j'ai fait Didier, j'ai fait Thierry Tassin, qui sont devenus quand même tous les deux des gens connus. Entre Procard et... Oui. Et donc, petit à petit, grâce à eux, j'ai acquis une certaine notoriété. Enfin, puis j'ai eu tous les pilotes belges, en fait. Bachelard quand il était jeune, Gachot, et puis De Drever, Martin, enfin tout le monde. Tous les pilotes belges, un peu de bouche à oreille comme ça, et puis... Tous ces jeunes garçons que je sponsorisais, Marc Duet également, que je sponsorisais. J'ai jamais fait le casque de Marc, par non contre. Non, étonnamment. Et vous êtes l'un à côté de l'autre, il faut vite lui en faire un, parce que le casque de Marc monte à ma collection, donc... Mais à mon avis, Marc a une belle collection à la maison, il va pouvoir sûrement en prendre un. Dis-nous un peu combien pèse une peinture sur un casque. Parce que le poids est l'ennemi de la performance. Donc on essaye de faire des casques les plus légers possibles et on parvient maintenant à être à peu près à 60 grammes de peinture sur un casque. Alors que sur un casque normal de Monsieur Tout-le-Monde qui roule sur son scooter à Bruxelles, là on ne fait pas attention, ça peut peser jusqu'à 100, 150 grammes. Mais en Formule 1 particulièrement, on essaie de gagner du poids en mettant un peu moins de vernis et en mettant moins de fois du vernis en fait, parce que normalement on met du vernis après chaque étape de la peinture pour protéger chaque fois, mais ici on essaie de tout faire et puis vernir. Donc on gagne des épaisseurs de vernis. Mais on perd en solidité et en résistance au coup. Alors par rapport à avant, je ne veux pas jouer les anciens combattants, mais les pilotes avaient une identité de couleur de leur casque. Aujourd'hui, ils changent de casque 5 fois par an, ils font des casques en fonction de Peace and Love, la guerre en Ukraine. Le moindre prétexte est... Voilà, tout est bon. Tout est bon pour changer de design. Comment faites-vous? Parce qu'il faut sans arrêt... Écoutez, on fait des casques spéciaux 3-4 fois par an pour les pilotes, parfois plus pour certains, comme Norris. Oui. Qui change tout le temps, mais c'est pas nous qui le peignons, donc ça ne nous concerne pas, mais ici, Carlos Sainz sera c'est belle quand même, Norris. Pardon? C'est belle, Norris? C'est belle, oui. Il y a 12 pilotes belges sur les 20 pilotes F1. Donc. Gros succès, parce qu'on parle de cette belgitude. On discutait avec le petit Esteban Muth, c'est une belgitude. Toi, tu es une belgitude. Stéphane Cohen, les casques belges. Il y a peu de gens qui savent que dans le monde, il y avait les départements américains et puis les casques, le racing bagnole, c'était Stéphane. Pour l'Europe. Pour l'Europe à l'époque. Maintenant, c'est mondial. Maintenant, c'est mondial. Et ce qui, en tout cas, moi, me fait plaisir, et sûrement toi aussi, puisque tu as repris du service, mais Stéphane a récupéré quand même une position dans la société qu'il a perdue à un moment. Et c'était dommage. Oui. Heureusement qu'il est là parce que c'est un passionné de plus. C'est un passionné et puis c'est lui qui connaît tout. C'est la tête pensante de chez Bell et sans lui, Bell n'existe pas. Puis dans l'histoire de Pierre Van Gien, il y a un truc qui est très très bien, c'est qu'on se dit, OK, il ne faut pas les casques des pilotes, etc., mais il y a un contact également. On va remonter un peu le temps, Pierre, avec cette fameuse période Senna, Prost, Michael Schumacher, de noms prestigieux, bien sûr. Vous parliez à ces pilotes, vous les voyez, parce que vous étiez présents sur place. De toute façon, je veux dire, moi j'ai toujours considéré les pilotes comme des gens normaux. Et c'est peut-être ça ce qui a fait ma force, parce que j'étais bien perçu, parce que quand j'étais gamin, j'étais pas ami, mais je connaissais bien Jackie Hicks, j'étais avec lui à des Grands Prix. Pour moi, c'était pas impressionnant un pilote de Formule 1. Je veux dire, c'est un mec qui conduit mieux que moi et puis qui a eu un parcours chanceux. Et voilà. Peut-être pas. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai un jour dit à un pilote, la seule chose que tu fais mieux que moi, et c'est même pas sûr, c'est conduire, alors pour le reste, Donc, il était un peu saisi, c'était un jeune Italien qui le prenait un peu de haut, qui me prenait pour son mandat, et il a vite été remis en place. Alors, dans les relations, on parle effectivement, comme dit très bien Vincent, de noms prestigieux, Senna, Prost, Schumacher, maintenant Lewis.
Quel est celui, alors on pourrait faire une émission rien qu'avec toi, parce que les anecdotes, tu en as beaucoup, Ah oui, j'en ai. mais quel est celui, Jackie, parce que tu as beaucoup peint pour Jackie, pour toute la J'ai famille. peint pour Jackie, mais plus tard. Plus tard, oui, pas oui. quand il était en Formule 1. ouais. Non, mais tu À l'époque, Rally étais trop Redman. jeune. Ouais, Tu ouais, étais ouais, trop ouais, jeune. tout à fait. Mais quel est le pilote qui, humainement parlant, je ne parle pas de résultats, je ne parle pas de championnat du monde, humainement parlant, toi tu es resté toi-même, tu es aussi bien avec un petit qu'avec un grand, c'est ce qui fait notre ADN, je crois. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a Quel est le marqué, humainement parlant, chez un pilote de Celui qui m'a marqué le plus, c'est Schumacher. C'est Schumacher. Je peux étonner pas mal de monde. Oui, en oui, disant parce que ça, tu sais ce que... Voilà. Vu de l'extérieur, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais c'est un mec en or, c'est un type adorable qui donne autant qu'il reçoit, qui dit toujours merci, quoi qu'il se passe. Et ça se traduisait C'est par le quoi seul- en fait Ça se Pardon traduisait par quoi en fait Ça quel se traduisait type de par rapport vous avez simplement le respect. Le respect fait plaisir. Quand ma fille est née, il a été acheté des vêtements pour ma petite fille. Corina. Pardon C'est Corina. Non, Michael et Corina ont été achetés ensemble des vêtements. C'était au Brésil que je leur ai annoncé et ils m'ont fait des vêtements. Quand j'étais dans un restaurant et qu'ils me voyaient, même si je n'avais pas vu, au moment où je demandais l'addition, c'était payé par. On disait Monsieur Schumacher a payé pour vous, des trucs comme ça. Et même dans le travail, c'était toujours. Il parlait jamais de tu, il disait on, toujours on. Un peu comme. Comme Alain Delon. Comme Alain Delon, oui, mais j'ai vu une autre interview où tu disais qu'un pilote disait toujours on. Et bien lui, c'était toujours on. We will try to do. C'est étonnant parce que c'est pas improve. du tout ce que vu de l'extérieur. Voilà. À part ça, puisqu'on est dans, je dirais dans les anecdotes, Senna, charismatique. Charismatique, mais plus distant, quoi. Seigneur, un peu plus seigneur. Un peu plus seigneur, mais sympa aussi, mais plus distant, un peu plus. Il était plutôt proche de Mansour Roger, Ron Dennis, mais les mécaniciens l'intéressaient un peu moins que. Oui. Tandis que Michael Schumacher, c'était à chaque Grand Prix, qu'il abandonne au premier tour ou qu'il gagne la course, c'était poignée de main à tous les merci, quoi qu'il se passe. Le professeur. Et donc, professeur, oui, bon. Le small, quoi. Le complexe. Sympa, mais pas fiable, quoi. Un peu opportuniste et toujours essayer de. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi Michael Schumacher, qui était un pilote très exigeant au niveau des casques, au niveau de tout, qui a été à la base d'un nouveau casque concurrent à Bell, comment est-ce que tu peux m'expliquer que ce garçon mette un casque en plastique avec une GoPro qui colle avec du tape oui, là c'est la grande question. Et qui se retrouve alité à vie? Je ne l'explique pas, parce que c'est tellement idiot. Enfin, c'est inexplicable. Ça s'appelle ça, il aurait pu. Il paraît que c'est ça, que c'est les vis qu'il aurait mis, parce que ça tenait pas. Normalement, ça tient avec un double face sur le casque, et ça tenait pas, donc il aurait rajouté des vis. C'est vrai qu'il était un peu bricoleur, comme ça, je l'ai vu plusieurs fois bricoler sur des trucs. Il aimait bien avoir des outils en main, donc là, il a fait. Je comprends pas. Enfin, en plus, bon, je sais pas comment ça s'est passé exactement, parce que même des vis. Quand on met une vis de l'intérieur du casque, elle ne dépasse pas de beaucoup, donc je ne comprends pas trop comment ça s'est passé. Il paraît que c'est les vis qui ont fait les dégâts. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que c'est inexplicable, parce que s'il y a bien un mec qui connaît ce que c'est la sécurité et tout, il n'aurait pas dû jouer à ça. C'est facile, mais tu aimes bien ce genre de calembour. Parlons maintenant de Lévis. Il est comment? Ah, je ne connais pas Lévis, je n'ai jamais rencontré. Mais j'ai peint ses casques pour les 2 avant-derniers Grands Prix de l'année passée, parce que j'étais à Bahreïn à ce moment-là, et qu'il a décidé de changer de dessin, et que j'étais sur place, donc on m'a demandé de le faire. Mais voilà. Mais j'ai jamais rencontré Lewis, mais... Alors les exemples mauvais, ceux qui n'auront pas marqué la carrière de Pierre Van Gien, humainement en tout cas. Je ne parle pas de dessin du casque. Alors. Il y en a eu? Je pense des gars compliqués. Ouais, je dirais Prost, que... on a compris. Non, je dirais peut-être Villeneuve, un peu moins, un peu plus hautain, un peu fils de riche, quoi. Enfin, très beau casque, par contre. Oui, très beau casque, mais je veux dire, il m'avait promis un casque, je ne l'ai jamais reçu. Bon, c'est pas grave, hein, mais Quelle est, toute période confondue, si tu dois sortir 1 ou 3 casques qui ont marqué en termes de déco, en termes de visibilité, en termes de... Voilà. Moi, tu sais lequel.
Oui, forcément, Senna. Non. Oui, Jackie. Non plus. Je ne veux pas décevoir Jackie. Jackie, si tu m'entends. Non, moi, le plus beau casque pour moi, c'est François Sauvert. Oui, mais bon, moi je croyais que tu parlais de mon époque. Non, j'ai dit tout confondu. Voilà. Vous n'êtes pas de la même Confondu. époque, au courant? Non. Non, à peu de choses précis. Mais non. À 15 ans près, on a le Pour même moi, âge. les plus beaux designs, c'est Nelson Piquet, j'adore. Ah oui. J'ai adoré faire, je trouve ça un La goutte, dessin. oui. Il n'a jamais t'en as changé fait en beaucoup, plus. puisqu'à l'époque, j'ai eu la chance d'en hériter. Oui, tout à fait. Et puis Senna, Oui. et Schumacher aussi, parce que c'est des dessins qui avaient vraiment une identité, quoi. On ne pouvait pas se tromper, tandis que maintenant, Non, en mais plus c'est ce avec que les je te dis. halos et tout ce qui est Non, autour. Jackie, très beau aussi, ce bleu. Oui, magnifique. Alors, le bleu métal du départ. C'est Jackie qui m'a donné envie de vendre des casques. C'est le casque de Jackie. Ça ne m'étonne pas. C'était, Ouais, quand j'étais gamin, tu prends Stewart, tu prends Graham Hill, il y avait une véritable identité. Ouais, c'était magnifique. Il y avait une identité au niveau de ces casques qui restait les mêmes tout le temps au niveau du design. Et des saisons Je pense que entières. Marc en est un excellent exemple Oui. également. Oui, à part les couleurs, il a toujours gardé Exactement, son voilà, Z qui exactement. traverse Tout à le fait, son casque Z à travers le casque, effectivement. Même si je ne l'ai jamais peint, je connais son casque. Mais Donc tu c'est bien la vas en preuve que peindre un maintenant. Ça veut dire qu'on a moins de respect pour ces jeunes pilotes, parce que là, avec la mouvance Lando Norris, on peut s'attendre à ce qu'en déant les 2 ou 3 ans, tout le monde change de casque tout le temps. Donc il y a moins de repères quelque part, c'est ça? Oui, puis je pense que les pilotes sont beaucoup plus prêts à vendre leur casque à leur sponsor. Dans le temps, il était hors de question. Oui. Jackie, il était d'accord de mettre les sponsors en blanc, uniquement. Il avait toujours le cigarettier en blanc sur fond bleu. Il ne voulait pas de couleur. Il y a eu Marlboro. Et Senna, si tu regardes Senna dans les années McLaren, il avait juste un Marlboro devant. Il n'avait pas les 2 lignes avec les Marlboro là. Il n'avait pas le Marlboro. Donc, c'est un peu les pilotes qui se laissent un peu faire, façon de parler, Tu as commencé. et qui acceptent que leur dessin soit principalement les couleurs du team, quoi. Quand on voit les casques AlphaTauri cette année, Oui, c'était incroyable. il y a juste encore un tout petit peu de place là et là pour avoir le dessin du pilote. Oui, Donc, c'est le pilote qui se c'est- dénature un peu. Voilà. Et certains pilotes se font respecter, d'autres moins. Voilà. Tu étais, pour Ayrton Senna, tu étais dès le départ, tu as commencé à faire ces casques, parce que moi, celui que je préfère, c'est la période Lotus, qu'on a oublié, parce qu'on voit toujours le jaune, voilà, mais le côté fluo, Le côté fluo, ouais. qui était très brésilien à l'époque. Chez John Player à l'époque. Ouais. Voilà, chez John Player, Ouais. qui était très brésilien, ce côté un peu fun qui arrivait en Europe. Moi, j'adorais d'ailleurs. Oui. Moi, Merci. celui que j'ai préféré, enfin, oui, c'est aussi parce que je l'ai fait peut-être. C'est quand même l'époque McLaren, Honda, quoi. Donc, Il y a une stabilité déjà. 89. C'est à cette époque-là que j'ai fait ses premiers casques. Et pour moi, c'est le plus beau des dessins. Parce qu'il gagnait tout aussi. Hein. Marc, on parle de casque. Peut-être une question qu'on peut se poser. Le vôtre, ce fameux design du casque de Marc Duhet, bon, depuis la nuit des temps, hein, c'est le même. Ça naît comment? Ça naît un peu par hasard? Ou bien à l'époque, vous avez déjà beaucoup réfléchi? Et c'est un ami qui m'a fait ça. C'est un ami qui s'appelle Éric Bragard, qui n'avait rien à voir dans le sport automobile et qui avait une âme un peu artistique. Et il a fait le Z de la fin de mon nom, qu'il a mis sur le casque. Et j'ai trouvé ça impeccable. Et je l'ai gardé depuis le début, Ouais, en changeant les couleurs. Bien sûr, en adaptant. Chez Bell, il y a beaucoup de créativité au niveau des peintres ou bien des artistes qui peignent les casques des pilotes, à qui je donne la liberté de choix des couleurs et tout. Et j'ai toujours eu des superbes casques chez Bell, en dehors du fait que le casque est un casque très rassurant, très sûr. Et voilà, donc c'est un des plus beaux, si pas le plus beau. Et quand il est bien décoré, c'est top. Pierre, dernière petite question par rapport aux tendances. On voit que tous ces casques sont mat maintenant, tout comme d'ailleurs les carrosseries des voitures. Les voitures, de plus en plus. Hein, donc voilà, c'est vraiment le truc à la mode maintenant. Ça, c'est la grosse tendance. Oui, moi, ça me plaît pas plus que ça. Je trouve moi non plus, qu'est-ce qu'il est jamais aussi beau quand il est brillant. Mais bon, tout le monde veut des casques mat. Les voitures, la plupart des F1 sont mat aussi. Exact. Même la Il paraît Ferrari. qu'en F1, c'est pour une question de points. Mais j'ai du mal à y croire. Parce qu'il y a quand même un vernis mat aussi. Elles sont trop lourdes de toute façon. Ouais, elles sont de toute façon beaucoup trop lourdes. Et ça se voit d'ailleurs maintenant quand ils sortent des virages, elles sont beaucoup plus, elles engagent beaucoup plus. Mais oui, c'est la tendance. Bon, moi je trouve que c'est toujours plus beau en brillant.
Et un casque avant de le faire mat, il est toujours brillant, donc on peut toujours comparer. Et je trouve ça toujours assez dommage de mettre une couche de mat sur le casque. Parce que, bon. Une dernière question pour Marc. Marc Duet, oui, tout à fait. Une dernière question pour Marc. Inévitablement, Marc, quand on vous reçoit dans une émission, il y a la carrière de pilote. On va en parler. Et puis, il y a tout ce qui vient après, bien évidemment. Avoir votre actu, c'est l'avantage de la carrière d'après pilote, elle est multiple, l'actu. C'est ça? RACB National Team, Grand Prix de Monaco, etc. etc. Expliquez-nous, c'est quoi votre emploi du temps pour l'instant? Je reste dans cette niche parce que je ne sais pas faire ministre, je ne peux pas faire boucher, je ne peux pas faire cycliste. Tu aurais pu faire ministre, hein, si tu avais fait des concessions. J'aurais pu. Tu aurais pu. Donc, je reste un peu dans cette niche avec le RACB National Team. Je suis content d'aider Esteban cette année. Je suis impliqué un peu à la FIA en tant que pilote consultant et j'organise des événements moi-même. Et je travaille en hiver pour Tutil sur les lacs salés, les lacs gelés en Suède. Donc ça m'occupe et c'est très bien. C'est très bien. Et puis directeur de course à Monaco notamment. Directeur de course historique. Enfin, tu vois, pas historique, mais pour le Grand Prix. Et à côté de ça, adjoint pour la F1 à Monaco. Oui. Comment est-ce qu'on devient directeur de course à Monaco? En passant un peu par tous les échelons, j'ai commencé par Medical Car, Safety Car, je faisais partie de l'équipe du rallye aussi et les relations, ça se passe bien. Apprendre, écouter les autres et un jour on te demande de monter au bureau avec eux et voilà. Quand on entend que Spa, Monaco, plus accessoirement Monza et Silverstone sont peut-être menacés à terme, ça vous inspire quoi? C'est dommage parce que ce sont des circuits que les fans adorent, que les pilotes adorent, que les constructeurs adorent, puisque lorsqu'ils ont une victoire à Francorchamps ou bien par exemple à Monaco, ils peuvent l'exploiter par rapport à une victoire à Bahreïn ou une victoire à Shanghai. Je pense qu'ici, c'est de l'histoire du sport automobile. On ne peut pas la mettre de côté du jour au lendemain. Malgré l'évolution des choses. Le problème de Monaco, comme sur certains circuits, c'est que les voitures sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges, beaucoup plus longues qu'avant. C'est devenu un Grand Prix ennuyeux, si ce n'est le décorum. Francorchamps a encore cette chance d'être attractif. À Monaco, il y a toujours des choses à regarder. Hein. On peut aller sur les balcons, on voit toujours des trucs sympas. Je crois qu'il est grand temps, je ne sais pas ce que tu en penses. Ah oui, il faut être consultant pour la télé aussi de temps en temps. Tiens, non, ça, j'ai pas voulu en parler. Bonjour à Gaëtan, si tu le vois à Monaco. Non, mais quelle tristesse, hein, si ces Grands Prix disparaissent, c'est l'ADN du sport automobile qui s'en va. Vous savez que moi je suis un optimiste de nature, je ne pense pas que... Un championnat sans Spa, Silverstone et Monaco, moi, je ne regarde plus. Hein, non, mais c'est juste une question de price money, c'est tout. Oui, c'est qu'une question, mais en attendant... ils sont menacés. Est-il normal que Monaco, Francorchamps paie le tiers de barème? Oui, peut-être, mais il y a un moment où il faut que ça se nivelle quand même plus ou moins. Est-ce normal que Bahreïn paye 3 fois plus cher? Ah non, mais c'est pas qu'ils paient, c'est qu'ils veulent payer 3 fois plus cher. Ils achètent, et c'est ça qui déstabilise l'ensemble. Marché, hein, forcément. Il y a très vite à Stavelot, je pense. Oui, Stavelot, Francorchamps, quelque part par là. Vous allez faire des bornes, ça ira? Ça va très bien. Et puis voilà, il y a un moment où dans quelques mois, il faudra que je vous parle de mon projet de là-bas, que vous connaissez, Vincent. Marc connaît un peu. Ça m'amuserait de finir ma carrière chez vous, parce que vous m'avez beaucoup apporté. Francorchamps m'avait fait vibrer pendant, et encore maintenant. Voilà. Messieurs, merci. Merci Jean-Paul. Merci Pierre de beaucoup de ces années. Merci Marc. Merci Jean-Paul. À très vite. Mais à très vite, mon cher Jean-Paul. Allez, restez-nous fidèles. Merci, au revoir. Le Club DV et Speed Action vous ont présenté le Studio DV.